Alors on va reprendre si vous le voulez bien. Il faut que j'arrête de boire. Alors je sais que c'est la fin de la journée, dernière intervention, donc c'est toujours un peu... voilà. Merci à vous pour votre écoute. Donc je vous présente Cilia Mokradi, qui est un pur produit, bien sûr, du MOS, puisqu'elle a fait son master ici. Elle a réussi brillamment l'EHSP, donc l'École des hautes santé publique de Rennes, pour devenir directrice adjointe, aujourd'hui au CHRU de Nancy. Donc un sacré parcours, une sacrée évolution. Et en plus, directrice adjointe d'un pôle, qui est le pôle médico-social au CHRU de Nancy. Donc là aussi, c'est une sacrée avancée, parce qu'on est dans le sanitaire et on crée un pôle médico-social. Et donc, on a demandé à Cilia aujourd'hui de venir nous parler de la responsabilité populationnelle. Et je pense que là encore, c'est un sujet qui est assez d'actualité, pour lequel tu travailles d'ailleurs aussi au national. D'où ce double intérêt que tu sois présente avec nous, et on t'en remercie. Et donc, voilà, je vais te laisser la parole, Cilia. Eh ben, merci Sandrine, merci surtout de m'avoir proposé de venir, parce que vraiment, je suis ravie de me retrouver devant vous, puisque j'ai été comme vous... Et comme l'a dit Sandrine, étudiante en MOS, bon, ça fait quelques années, donc je ne vais pas vous donner l'année, mais pour le coup, c'est un plaisir pour moi de venir vous parler de la responsabilité populationnelle. C'est un plaisir aussi parce que c'est un sujet qui va faire pas mal écho aux présentations que vous avez eues ce matin et cet après-midi, qui apporte très certainement une réponse à tous ces défis qui ont été présentés, auxquels le système de santé actuel est confronté. Donc voilà, c'est des raisons pour lesquelles je suis vraiment contente de présenter ce sujet. Comme l'a dit Sandrine, j'ai la chance de travailler au niveau de la Fédération hospitalière de France sur une partie de mon temps, où justement je suis en charge auprès des 5 territoires que je vais présenter de déployer cette expérimentation. Donc pour cette présentation, je vous propose d'être synthétique, de manière à laisser place à l'échange en fin de présentation. Je vais rapidement revenir sur le contexte international et plus particulièrement celui de la France, et qui explique qu'aujourd'hui on parle de responsabilité populationnelle et qu'on en parle de plus en plus. Grâce à Gatien Beaumont qui a fait une présentation très complète ce matin, je vais pouvoir passer très vite sur cette partie-là, donc ça c'est super. Je vais ensuite vous présenter ce qu'est la responsabilité populationnelle, ce que veut dire un modèle d'intégration clinique, et enfin j'apporterai cette ouverture, et comme l'a souligné Sandrine Ayot, sur la personne âgée, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup au CHRU de Nancy et pas que, donc ça sera l'occasion de faire le lien avec mes missions actuelles au CHRU de Nancy. Donc très rapidement, pour placer un petit peu le contexte et expliquer pourquoi on parle aujourd'hui de système de santé, de responsabilité populationnelle, de système de santé intégré. Alors je ne vais pas rentrer à chaque fois dans le détail des termes, c'est vraiment vous donner les billes qui derrière vous permettront, de toute façon vous aurez la présentation, mais d'aller creuser, d'aller chercher un petit peu plus. Donc je vous donne un petit peu des mots-clés surtout, et le tout c'est de vous donner un petit peu la philosophie de comment on en est arrivé là. Donc les systèmes de santé au niveau international, les plus avancés, les plus performants, et on a la chance en France d'avoir un système de santé qui fait partie des plus performants au niveau international, malgré toutes les critiques qu'on peut en avoir aujourd'hui. Ils ont été conçus, et c'est un peu le constat qui a été fait ce matin, en silo. Ça, c'est propre à tous les systèmes de santé performants au monde, puisqu'au moment où ils ont été conçus pour répondre à la prise en charge des pathologies aiguës à l'époque. Donc pour le coup, ils ne permettent pas aujourd'hui clairement de répondre aux enjeux qu'on connaît et sur lesquels on reviendra et qui ont déjà été développés ce matin. Et donc forcément, tout le monde aujourd'hui, au niveau international, recherche à développer un nouveau modèle de fonctionnement qui se veut plus intégré, dans lequel les acteurs de santé d'un territoire travaillent de manière coordonnée. Et donc c'est un point commun que nous avons avec tous ces systèmes de santé performants. Et on tend progressivement vers des systèmes de santé qui se disent intégrés. Donc cette slide-là, c'est essentiellement pour vous situer ces systèmes de santé performants qui sont en train de se développer un petit peu à l'échelle internationale. Si vous avez envie d'aller faire des recherches, les plus poussés se retrouvent essentiellement aux États-Unis et au Canada, notamment à Québec avec ce qu'on appelle les CIUS ou encore Gessinger. Donc c'est essentiellement pour vous les situer. Je vous les ai mis aussi au niveau européen. Pas très loin de chez nous, on a la chance d'avoir la Belgique qui développe son propre système de santé performant qui s'appelle Integréo. Ils font des choses hyper intéressantes, et c'est vrai que dans le cadre de la responsabilité populationnelle, on a énormément d'échanges à l'international, mais également avec les Belges. Donc je vous invite à aller voir plus. Pour en revenir à la France, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a
au-delà de tout ce qui a été décrit ce matin, 2 gros défis qui viennent percuter notre système de santé et qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à fonctionner de manière cloisonnée, fonctionner chacun de son côté. Les maladies chroniques, puisqu'il y a clairement une évolution épidémiologique, démographique qui induit une augmentation des maladies chroniques. Je vous ai mis quelques chiffres encore. 61% des dépenses de l'assurance maladie aujourd'hui, c'est pour la prise en charge des maladies chroniques. Donc on voit vraiment cette bascule vers l'évolution, les maladies chroniques et leur prise en charge. Je vous ai mis encore quelques données, mais c'est surtout pour vous donner des points clés. Je ne vais pas développer. Le deuxième gros défi auquel on est confronté aujourd'hui, et ça a été largement présenté ce matin, c'est le vieillissement de la population. Plus de 6 millions de personnes en 2019, source de l'INSEE, en France ont plus de 75 ans. On sait que les projections vont forcément aller vers une accentuation. Alors on annonce en 2030 un tiers de la population plus de 75 ans, et concrètement ça veut dire que, et ça a été dit ce matin, c'est carrément toute une adaptation de notre société au vieillissement et à l'accompagnement des personnes qui sont vieillissantes. Donc pour le coup, ces 2 défis-là, c'est des défis qui sont à relever. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de vous donner les éléments qui nous amènent aujourd'hui à la responsabilité populationnelle. Et ces défis, ils sont à relever dans un système de santé qui aujourd'hui, et ça a été dit, complètement fragmenté. On a une offre, ça a été dit ce matin, on a des lois très structurantes pour les hôpitaux, pour le médico-social, pour le social. C'est encore une réalité. Je vous assure qu'on ne s'est pas du tout coordonné avec les présentations de ce matin, mais du coup, c'est vraiment très en lien. Donc ce système est très, très fragmenté. C'est encore une réalité. On a fait d'énormes progrès. La crise Covid, et j'y reviendrai, nous a vraiment permis de travailler davantage ensemble. Mais concrètement, aujourd'hui, on a encore un système de santé qui est fragmenté. Je vous ai mis une petite phrase de Didier Truchet que je vais prendre le temps de lire parce que je trouve qu'elle résume assez bien et ça fera référence à la présentation ce matin qui a été faite sur le secteur social parce que c'est clairement transposable. La construction du droit sanitaire, du droit social, du droit médico-social, c'est le fruit d'une longue histoire qui repose sur une vision politique avant tout. Et l'histoire de ces droits, elle repose sur une segmentation juridique et institutionnelle des personnes en fonction de leurs besoins les plus apparents et de leur état de fortune. Donc ça a été écrit il y a quand même quelques années, mais en soi c'est très vrai aujourd'hui et c'est très révélateur. Au-delà de la fragmentation entre l'offre, ville, médico-sociale, hôpital, on a clairement des résultats, et on ne va pas se le cacher, qui sont très mauvais en termes de prévention. Voilà, on n'est pas dans la prévention, on a un système qui est souvent critiqué d'hospitalo-centré, qui traite le curatif, mais clairement la prévention aujourd'hui, bon, voilà, c'est encore à la marge. Et la coordination, pareil, on reste mauvais, même si on a encore on a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Sans compter, c'est pareil, ça a été évoqué ce matin, les questions en termes de pertinence, de qualité sur l'ensemble du parcours de vie, et je parle volontairement de parcours de vie et pas de parcours de soins ni de parcours de santé. On prend une dimension vraiment plus importante qui est celle du parcours de vie parce qu'elle englobe encore plus d'acteurs. Donc finalement des défis que j'ai décrits, auxquels j'ajouterai, mais ça a été dit encore une fois ce matin et je trouve que la dernière présentation l'a clairement témoigné, la complexité qu'est pour le patient, l'usager, la population, la compréhension de notre système de santé. C'est-à-dire, nous, on est dans ce système de santé. Moi, j'ai la chance d'avoir une casquette médico-sociale au sein du sanitaire, mais à comprendre, enfin, je veux dire, c'est très, très, très complexe. Donc, si on se place du point de vue du patient, du citoyen lambda, c'est d'une complexité énorme. Donc, à ces défis-là, il y en a de nouveaux qui se sont ajoutés. L'extension des déserts médicaux, on en parle énormément. Il y a une loi qui a été citée ce matin, qui est la loi 2002. Son pendant pour le secteur sanitaire, c'est celle du 4 mars 2002, qui a vraiment donné naissance à une reconnaissance des droits des malades dans les hôpitaux. Mais cette loi, elle ne reconnaît pas que la démocratie sanitaire, c'est-à-dire la possibilité pour les patients d'avoir des droits à la fois individuels et des droits qui sont collectifs, c'est-à-dire d'avoir une vraie voix qui compte dans la construction des politiques de santé. Elle ajoute un volet, cette loi du 4 mars 2002, qui est celui du droit à des soins de qualité. Et pour avoir des soins de qualité, il faut déjà avoir accès à ces soins. Or, il y a une réalité en France, sur le système de santé, qui fait qu'il y a des zones qu'on qualifie de zones blanches, il y a des grosses disparités, des grosses inégalités de santé. Donc du coup, on est encore un petit peu loin et ça constitue vraiment un défi.
Il y a le défi de l'attractivité, je pense que vous en entendrez beaucoup parler dans votre formation, défi autour des ressources humaines. Clairement, aujourd'hui, on l'a connu notamment cet été à l'hôpital, on a une pénurie de professionnels de santé, il n'y a pas que l'hôpital qui est concerné. La crise des ressources humaines, ça fait quelques temps qu'on en parle dans le système de santé, mais là, la crise Covid a été encore plus révélatrice de ces difficultés. Et donc, du coup, on est vraiment sur aujourd'hui la recherche de l'attractivité, mais j'irai même plus loin, la fidélisation des professionnels de santé une fois qu'ils ont intégré nos structures. Il y a une crise du modèle de financement également de l'hôpital, mais là, je ne rentrerai pas dans le détail. Je vais essayer de passer rapidement pour aller sur la responsabilité populationnelle. Mais bon, j'ai envie d'avoir une touche d'optimisme, qui est celle qu'on a aussi. On est dans une phase d'opportunité, clairement. Ça a été décrit ce matin, toutes les lois qui se sont succédées, qui se succèdent, elles ont quand même une vision qui va dans un sens unique, qui est vraiment d'arriver à faire coordonner les acteurs ensemble. On a vraiment au niveau hospitalier la création depuis la loi HPST des groupements hospitaliers de territoire. Donc on est vraiment sur un même territoire. L'idée, c'est de donner une logique de gestion d'hôpitaux publics, là où avant, 2 hôpitaux à 15 km l'un de l'autre, et pourtant des établissements publics pouvaient être concurrentiels. Aujourd'hui, au sein d'un GHT, on porte un projet qui est commun, un projet qui est un projet médico-soignant partagé avec une vision médicale commune. Au niveau de la médecine de ville, il y a également une vraie volonté de structurer davantage les choses, puisqu'il y a la création des CPTS, les communautés professionnelles de territoire, qui regroupe les acteurs ambulatoires autour d'un projet de santé, un projet commun. Donc là, c'est encore une petite révolution. À la base, si on veut être professionnel de santé libéral, c'est qu'on veut son autonomie et qu'on veut vraiment faire sa vie de son côté. Je l'ai été, je suis sage-femme de profession et j'ai exercé en secteur libéral avant d'être dans le champ de la santé des établissements et des institutions. Donc c'est une autonomie qui est recherchée. Donc clairement, d'aller vers des CPTS, c'est une véritable révolution. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez aidant dans le paysage de la santé. Je citerai rapidement, parce que ça a été évoqué, les dispositifs d'accompagnement à la coordination, puisque notamment dans le parcours de la personne âgée, la complexité, elle est énorme, tant les acteurs sont très différents. Et là, on voit apparaître finalement une réunion entre les plateformes territoriales d'appui, les réseaux, les clics qui sont devenus des mayas, les noms changent aussi, donc c'est pas toujours évident de suivre toutes ces évolutions. Et donc là, on tend progressivement vers des dispositifs d'appui à la coordination qui vont vraiment permettre finalement de mettre un petit peu plus de clarté dans tout le champ de la santé et puis d'avoir des interlocuteurs un petit peu plus ciblés quand on veut travailler des projets communs. Donc clairement, on est dans ce mouvement qui se veut de plus en plus intégratif. Et la crise Covid, et si on peut en tirer un enseignement, elle nous a appris à travailler beaucoup plus ensemble. Donc on va rester optimiste. Et puis malgré tout, on peut se le dire, on a quand même des professionnels au sein du champ de la santé qui sont très très fortement impliqués et qui sont vraiment notre ressource principale. Donc on a vraiment de quoi faire. Donc dans tout ce contexte, la responsabilité populationnelle, elle arrive. Donc l'idée de cette présentation, c'est de voir si finalement, à l'issue de ce que j'aurais fait comme présentation et des échanges qu'on pourra avoir, vous êtes les futurs acteurs du système de santé, donc pour le coup, j'attends aussi pas mal de vos retours sur la présentation que je vais faire. Est-ce que c'est une solution pour répondre à tous ces défis ? Donc la responsabilité populationnelle, c'est quoi ? Je vous ai mis une définition. Ça vient du Québec. Voilà. Ça permet de faire un clin d'œil à la présentation juste avant. On avait quelqu'un de Montréal. Donc, la responsabilité populationnelle, elle implique l'obligation pour l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire de maintenir et d'améliorer la santé, le bien-être et l'autonomie de la population de ce territoire. Comment ? En rendant accessible l'ensemble des services sociaux de santé qui soient pertinents, coordonnés, pour répondre de manière optimale aux besoins exprimés et non exprimés. Donc ça, c'est assez important. On va ensuite reprendre les termes assez forts de cette définition pour préciser ce qu'on a derrière. Donc la responsabilité populationnelle, au-delà de la vision, c'est une méthode. C'est une méthode qui vise à élaborer des programmes d'action, et là encore une fois, j'y reviendrai. Mais changement de paradigme, cette fois basé sur les besoins de cette population. Donc là encore, on a besoin d'outils pour identifier c'est quoi les besoins de ma population aujourd'hui et comment j'arrête finalement d'être dans un fonctionnement de loi très descendante et finalement on structure l'offre en fonction du terrain. Et finalement, derrière, c'est garder la population dans le meilleur état de santé possible, d'aller davantage vers la prévention et, in fine, de viser l'excellence clinique. Et l'excellence clinique, c'est quoi ? C'est le bon service pour la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Donc c'est vraiment toute l'ambition de la responsabilité populationnelle. Donc au-delà des définitions qui ont été données,
Concrètement, c'est quoi? C'est un projet aujourd'hui qui est expérimenté depuis 2018 par la Fédération hospitalière de France sur 2 pathologies, le diabète et l'insuffisance cardiaque. 5 territoires que je vous ai remis, donc l'Aube sésanée, Cornouailles, les Deux-Sèvres, le Douaisis et la Haute-Saône. Donc pourquoi 5 territoires? Parce que l'idée, c'est de tester une nouvelle approche qui a vocation à refonder le système de santé. Et donc en testant sur différents territoires qui ont des caractéristiques différentes, ça va nous permettre de finalement se rendre compte ou pas si l'approche elle a un intérêt et si c'est finalement quelque chose de transposable sur d'autres territoires. Cette expérimentation, elle s'inscrit donc dans l'article 51 IPEP et elle est inscrite dans la loi depuis 2019. Son objectif, comme je l'ai dit, c'est de refonder le système de santé. Vers quoi? Ce qu'on appelle le triple objectif, une meilleure prise en charge des patients, une meilleure santé de la population et, in fine, une meilleure maîtrise des coûts pour la société, puisque derrière, il y a quand même ce défi qui est en jeu. Donc c'est une responsabilité qui se veut partagée d'acteurs sur un territoire donné à l'égard du patient ou de la population. Donc pour vous donner un petit peu le cadre, je vous ai dit, on a des territoires pionniers, c'est les 5 territoires qui aujourd'hui expérimentent la responsabilité populationnelle. Cette démarche-là d'expérimentation, elle est accompagnée par la FHF, donc il y a toute une organisation autour pour veiller finalement au bon déploiement de cette démarche. On est sur des territoires à grande échelle, on est sur des bassins de population qui sont importants, donc on a besoin derrière de mettre des outils aussi bien scientifiques que méthodologiques qui soient assez importants. Donc il y a un conseil scientifique qui est composé à la fois de professeurs qui sont à l'échelle internationale impliqués dans des systèmes de santé performants, qui veillent au bon déploiement de cette démarche. Il y a une expertise médicale. Les outils que je vais vous présenter, c'est des outils qui ont été validés par les sociétés savantes, aussi bien sur le diabète que l'insuffisance cardiaque. Il y a de l'expertise méthodologique, on est sur de la gestion de projet qui se veut complexe puisqu'on est sur un territoire qui est assez large, qui implique beaucoup de personnes et donc derrière on a besoin d'outils assez solides. Des partenariats internationaux, beaucoup d'échanges avec les autres systèmes de santé pour voir comment ils fonctionnent et ce qu'on peut tirer comme expérience et inversement ce qu'eux peuvent apprendre des territoires pionniers qui déploient. Des partenariats institutionnels, j'ai cité la Fédération hospitalière de France, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie également, le ministère de la Santé et pas que, et donc des ressources FHF, donc une équipe à la FHF donc avec un pilote national pour la démarche qui est Antoine Malone, avec un conseiller médical, le docteur David Laplanche. Moi j'ai rejoint l'équipe assez récemment puisque j'ai eu la chance avant d'arriver au CHU d'avoir mon premier poste en Haute-Saône où finalement j'étais en charge du déploiement de la responsabilité populationnelle, ce qui explique pourquoi je suis encore dans la responsabilité populationnelle aujourd'hui. On a le docteur Sandra Gomez qui a aussi beaucoup apporté sur le projet. Donc finalement, on a vraiment tout un collectif autour de l'accompagnement de ces territoires pionniers, puisque c'est pas simple, ils testent un nouveau modèle, ils essuient les plâtres, on leur dit souvent. Donc on a besoin d'être aussi en soutien, en appui pour eux. Alors, on l'a dit dans la définition, la responsabilité populationnelle, c'est les acteurs d'un territoire. Donc la première étape, c'est de se dire qu'est-ce qu'un territoire? Puisqu'en fonction de où on se situe dans le système de santé, on a tous des définitions du territoire qui sont différentes. Dans le médico-social, on va parler du département. Dans le champ sanitaire, maintenant, on parle des GHT. On a la loi NOTRe qui est arrivée et qui a conféré aux ARS, finalement, la gestion des politiques régionales de santé. Et donc, on est sur la notion de grande région. Donc, finalement, quand on dit territoire, on parle de quoi? Donc, dans la responsabilité populationnelle, on a cherché à définir les territoires en France en se disant, on va se baser sur les flux de patients, l'organisation des établissements de santé, tout en respectant les contraintes que ça peut avoir. Et donc, on a pu faire tout un découpage de territoires de responsabilité populationnelle, puisqu'on a besoin d'identifier la bonne échelle pour permettre aux acteurs d'un même territoire de travailler ensemble. Entendu ce matin, la proximité fait foi, c'est vraiment ça. C'est une taille suffisante pour être suffisamment importante pour avoir les acteurs nécessaires à la bonne prise en charge de la population concernée, mais en même temps pas trop importante parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Donc on a ces territoires de responsabilité populationnelle qui sont basés sur les flux de patients. Ensuite, il y a des données médico-économiques. C'est vrai que dans le champ de la santé, c'est un peu un tabou d'aller parler d'argent, mais pour autant, la santé, elle a un coût, et c'est une réalité. Et donc, du coup, on avait besoin, une fois qu'on a défini ce territoire, de pouvoir identifier, alors là, c'est l'exemple du diabète, la population diabétique, qu'est-ce qu'elle représente sur le territoire en termes de chiffres, très concrètement. Et donc, elle a été répartie dans ce que vous avez, donc c'est notre fameuse pyramide de stratification. Alors, il faut savoir que pour chaque strate de la pyramide correspond à un profil de patient diabétique. C'est-à-dire qu'un patient dans la strate 1, il va avoir un profil, et donc on aura finalement une idée des volumes. Ce qui est intéressant sur cette pyramide, au-delà des chiffres, c'est finalement le coût
de prise en charge du patient qui se trouve dans la strate. Et donc on voit que notre système de santé, je l'ai dit, il est curatif, il est essentiellement orienté vers le haut de la pyramide, le moins de cas possible, mais en même temps c'est les cas qui coûtent le plus cher pour le système de santé. Et inversement, la prévention, la dernière strate où on a les personnes qui sont à risque de développer la pathologie, là on a le plus gros volume de population, mais c'est ce qui coûte le moins cher pour le système de santé. Et pour autant, on est très orienté vers le haut de la pyramide et la prise en charge du haut de la pyramide. Donc tout l'enjeu de la responsabilité populationnelle, ça va être de créer cette bascule du haut de la pyramide vers le bas de la pyramide en travaillant avec les acteurs du territoire pour vraiment cibler la prévention des personnes qui sont à risque. On a les chiffres, on sait les identifier sur un territoire et donc l'idée c'est collectivement de porter des actions de prévention. Et en même temps, c'est de se dire qu'une fois que la personne elle est dans cette fameuse pyramide, qu'on a identifié sa strate, comment je fais pour faire en sorte qu'elle ne se dégrade pas dans sa maladie, qu'elle n'évolue pas, qu'elle ne monte pas dans la pyramide. Donc c'est finalement tout le travail, et je dis tout parce que c'est assez énorme, qui est mené par les territoires aujourd'hui qui expérimentent ce projet. Donc pour maintenir en santé la population, c'est un élément de la définition de la responsabilité populationnelle. Comment ça se traduit? Alors l'idée, c'est pas de vous faire peur avec tous ces schémas, mais de vous les expliquer simplement. Donc on a notre pyramide, on a la population à risque au bas de la pyramide, on a pour chaque strate un profil de patient. On sait qu'est-ce que ça veut dire un patient stable atteint du diabète. Et donc on va définir pour chaque strate de la population ce qu'on appelle un logigramme de prise en charge. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le chemin clinique pour faire en sorte que la personne elle reste en bonne santé, elle reste à minima dans sa strate. Et donc du coup, finalement, ces outils scientifiques, ils ont été développés et donc forcément, dire ce qu'il faut faire, ça s'appuie sur les bonnes recommandations de l'HAS, ça a été validé avec des sociétés savantes, donc ce sont des outils qui s'appliquent à l'ensemble du territoire français. Pour autant, chaque territoire est différent. Chaque territoire a sa propre répartition de l'offre de santé. Donc, la responsabilité populationnelle, ce n'est pas de dire à toute la France, faites de la même manière, pas du tout. C'est de vous dire, voilà, moi je vous donne des outils pour être capable d'évaluer le besoin de votre population, des chiffres pour comprendre cette population, une pyramide avec des chiffres très ciblés de cette population, une strate, la définition de ce qu'est une strate pour un profil de patient pour chaque strate, des logigrammes de prise en charge, donc c'est quoi les actions à mener pour concrètement maintenir en santé la population. Maintenant, c'est à vous, collectivement, les acteurs qui sont concernés par la population dont on parle, donc en l'occurrence le diabète, de définir vos parcours, et c'est-à-dire le comment. D'identifier quels sont sur votre territoire les trous dans la raquette et comment collectivement vous allez pouvoir y répondre. Et ça, finalement, une fois qu'on a donné tout ce matériel scientifique au territoire, c'est eux qui vont le co-construire avec les acteurs de ce territoire. Donc c'est de dire, j'ai mon territoire, j'identifie sur mon territoire qui sont les acteurs, je les réunis, j'ai mes outils scientifiques et je vais analyser avec eux les ressources dont je dispose, les besoins du territoire et tout le matériel scientifique qui a été développé. Qui sont ces acteurs qui sont concernés? Alors, je vous ai mis un schéma en bas de l'écran, puisque pour le coup, on a pris l'exemple notamment de la Haute-Saône et des acteurs qui étaient dans ces réunions cliniques. Les réunions cliniques ont réuni à peu près une trentaine d'acteurs de la ville, de l'hôpital, de réseaux. Enfin, on avait une belle représentation des collectivités aussi. Donc, on a les GHT, les CPTS, les DAC, les associations de patients, puisque vraiment, surtout dans la maladie chronique, il y en a parlé ce matin des savoirs expérientiels. Un patient qui est atteint d'une maladie chronique, il a l'expérience de la vie avec la maladie. Professionnel, il a l'expérience de la maladie, lui, il sait vivre avec la maladie. Et quand on veut construire des parcours, il est juste indispensable autour de la table. Donc ils étaient vraiment très présents, à la fois les associations de patients et les patients. Les collectivités aussi, puisque les collectivités ont un rôle aussi dans le champ de la santé. On a les contrats locaux de santé sur un territoire. Donc ils étaient tous présents pour pouvoir finalement traduire les chemins cliniques en parcours et surtout définir qui fait quoi et à quel moment de l'étape du parcours. Donc ce travail en partenariat, il a pris quasiment plus d'une année. Quand on s'engage dans la responsabilité populationnelle, ce n'est pas un projet dont on aura des résultats très rapides. On sait que c'est une action au long cours, c'est carrément tout un changement de paradigme et d'évolution aussi de philosophie pour beaucoup d'acteurs sur un territoire. Donc une année de réunions cliniques pour pouvoir arriver à la construction des parcours territoriaux.
Donc là, je vous ai mis un exemple, je vous laisse regarder, vous êtes un petit peu éloigné, il est tout petit, mais d'un parcours. C'est un parcours pour un patient diabétique de strate 2. Et finalement, c'est tout le déroulé de son parcours sur une année avec l'intervention de tous les acteurs qui vont intervenir. Et bien sûr, ce parcours-là, au départ, notamment sur le territoire où il a été mis en place, il n'était pas aussi fourni. Il y avait ce qu'on appelle un peu des trous dans la raquette, des endroits du territoire qui n'étaient pas couverts par une offre de soins ou une prise en charge qui pouvait être assurée par un diabétologue. Donc c'est aussi comment on réorganise sur un territoire en fonction des besoins qu'on a identifiés, l'offre de santé. Si je prends l'exemple de la Haute-Saône, quand l'analyse du territoire a été faite, on s'est rendu compte que la Haute-Saône, il y a un hôpital qui est l'hôpital de Vesoul. Autour, il y a très très peu d'offres de soins, si ce n'est des professionnels de ville. Et concrètement, sur un territoire qui est le territoire de Lure, qui se trouve à 30 km, où il y a une absence de transport pour relier les habitants de Lure à Vesoul, on créé forcément une égalité de l'accès aux soins pour cette population-là. Et donc la question, ça a été de se dire comment l'hôpital vient à cette population-là. Et donc on a mis en place un partenariat avec une maison de santé pour que on crée ce qu'on appelle un hôpital de jour délocalisé hors les murs, et donc une vacation des diabétologues au sein de la maison de santé de cette zone de Lure pour permettre de donner un accès aux diabétiques à la prise en charge. Quand on le dit comme ça peut paraître simple, mais c'est une véritable révolution, parce qu'aller demander à un spécialiste, un diabétologue, de sortir de l'hôpital pour aller assurer des vacations dans une maison de santé, ça ne se fait pas simplement. Donc du coup, en soi, ça a été un travail assez important et qui paye ses fruits aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui est des parcours, en tout cas de la traduction des logigrammes en parcours. Comme je l'ai dit, c'est aussi l'idée, au-delà de la structuration des parcours territoriaux, de mener collectivement des actions de prévention, de sensibilisation qui vont avoir un impact fort. De la prévention, il y a énormément d'acteurs sur un territoire qui en font, seulement chacun l'a fait de sa manière assez isolée. Donc c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles l'impact de la prévention est encore assez méconnu. Et comme là, finalement, tous les acteurs d'un territoire se posent la question de savoir comment mieux faire ensemble, du coup, ça permet de mener des actions ensemble. Et donc on a eu quelques actions qui ont été intéressantes, et donc je vous ai mis quelques images de réussite des territoires dont ils ne sont pas peu fiers. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à développer. Et donc ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, finalement, la responsabilité populationnelle, elle montre des résultats qui sont très encourageants sur les territoires. Même si aujourd'hui on n'est pas encore, c'est beaucoup trop tôt, même si l'expérimentation a débuté en 2018, on a quand même eu une période de Covid qui a clairement ralenti l'expérimentation pendant quasiment 2 ans. Mais pour autant, on a vu que ça a permis de faire travailler les acteurs ensemble, ça a permis de formaliser des parcours. Et pour travailler sur les parcours de prise en charge, je peux dire que ce n'est pas simple de les formaliser avec tous les acteurs d'un territoire. Donc ça a permis de réorganiser sur certains endroits l'offre de santé. Si on cite par exemple le Douaisis où ils ont un axe précarité assez fort, ça leur a permis de mettre en place un partenariat avec des infirmières de santé publique qui aujourd'hui vont se rendre au Resto du Cœur pour assurer des vacations et aller essayer par des actions hors les murs de sensibiliser la population qu'on a tendance à appeler invisible pour les remettre finalement et leur permettre d'avoir accès aux soins. Donc clairement, c'est au plus près du terrain qu'on crée ces solutions-là en réponse aux besoins de la population. Donc on peut se dire que c'est peut-être pas la solution, mais c'est une solution, la responsabilité populationnelle. Je vous ai mis quelques chiffres. Aujourd'hui, sur les 5 territoires, il y a plus de 654 professionnels, à la fois de la ville et de l'hôpital, qui concrètement font de la responsabilité populationnelle. 53 patients et usagers. On a sur l'un des territoires eu une volonté de former des citoyens à la réalisation d'actions de prévention. Donc c'est des citoyens qui sont diabétiques, qui ont un vécu avec la maladie du diabète, qui ont eu envie de s'impliquer dans la responsabilité populationnelle, qui ont eu une formation assurée par l'établissement et qui maintenant interviennent sur des actions de sensibilisation avec une infirmière de santé publique. Il y a un impact fort aussi du projet sur la sensibilisation et le dépistage, 244 actions, malgré le contexte Covid, qui ont pu être réalisées sur la sensibilisation et le dépistage, 3400 personnes dépistées. Et concrètement,
Il y a plus de 1000 personnes aujourd'hui qui sont suivies avec les outils que j'ai présentés sur les 5 territoires pour le diabète de type 2. Sur l'insuffisance cardiaque 240, puisqu'on a d'abord commencé par déployer le diabète et on commence seulement sur l'insuffisance cardiaque. Donc je pense que la dynamique étant lancée, ça peut aller très vite en termes de chiffres derrière. Et donc finalement, quel est l'avenir maintenant pour ce projet de responsabilité populationnelle qui montre des résultats qui sont très encourageants? Ça va être de se poser la question de est-ce que ce modèle maintenant il va pouvoir s'étendre à d'autres territoires? Il y a plus de 25 GHT aujourd'hui qui sont prêts à faire de la responsabilité populationnelle. Donc il y a toutes des discussions actuellement en cours pour savoir comment les intégrer dans la dynamique, dans la démarche. Donc c'est quand même une belle révolution. Parmi ces GHT, je tiens à préciser que le GHT 7 Sud-Lorraine, auquel le CHRU de Nancy est établissement support, bien sûr, fait partie de ces GHT qui veulent s'intégrer dans la démarche. Et donc, au-delà d'étendre le projet à un territoire plus grand, la question, c'est de se dire, est-ce que le projet, il peut également s'étendre à d'autres populations? Puisqu'on a parlé de diabète, insuffisance cardiaque, mais il y a tout un tas de populations. C'est des outils qui peuvent très bien se déployer sur d'autres populations cibles. Et donc, il y a une réflexion actuellement pour savoir si c'est possible de faire de la responsabilité populationnelle personne âgée. Petite particularité, si vous avez suivi, la personne âgée, ce n'est pas une maladie chronique, c'est un processus, le vieillissement. Donc, pour le coup, on n'est pas tout à fait sur la même logique. Donc, on a réuni un comité d'experts. Je vous ai mis un petit peu la composition de ce comité d'experts au niveau national pour vraiment réfléchir à la construction. Est-ce qu'une pyramide de personnes âgées, ça existe? Est-ce que c'est possible? Quelle est la clé d'entrée pour se dire qu'une personne est en strate 1, strate 2, strate 3? Est-ce que c'est le GIR qu'on utilise en EHPAD? Oui, non. Est-ce que c'est l'autonomie? Voilà. Là, je n'ai pas l'expertise pour vous donner des réponses. Ils sont en train de réfléchir sur le sujet. Il y a un énième groupe de travail qui va se réunir prochainement. Et donc, on en attend beaucoup. En tout cas, ce que disent les experts sur la personne âgée, c'est que si on arrive à stratifier la population âgée, ça sera une sacrée avancée dans la structuration des parcours et pour permettre de vieillir un peu plus en bonne santé. Donc ça, c'est assez important. Donc, comme je l'ai dit, au niveau du GHT 7 Sud-Lorraine, on fait partie des 25 GHT qui veulent clairement se lancer dans la responsabilité populationnelle. Et notre souhait, c'est vraiment de se lancer sur la personne âgée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc simplement cette slide pour situer un petit peu le GHT 7, le GHT Sud-Lorraine, c'est un GHT qui comprend 11 établissements publics, dont le CHRU est établissement support. Parmi ces établissements, donc on a Pont-à-Mousson, Pompée, Dieuze, Toul, Lunéville, Commercy. Je pense avoir oublié personne. Non, je vois Sandrine qui me dit non, donc c'est bon, je les ai tous cités. Et donc, au niveau de ce territoire, très très rapidement, la réflexion autour de la structuration des parcours, alors on a parlé de volet médico-social, mais on est au-delà, c'est vraiment la structuration des parcours, c'est une réflexion qui est portée depuis 2018 et qui s'est ancrée au niveau institutionnel depuis 2019, puisque dans le projet médico-soignant, il manque un S, partagé du GHT 7, on a un volet parcours populationnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté forte au niveau du CHRU de Nancy de favoriser cette articulation entre le secteur sanitaire, social, médico-social et la ville. Et mon poste en est la preuve. Je suis directrice en charge des liens ville-hôpital au sein d'un département qui s'appelle le département ville médico-social-hôpital. Donc c'est bien la volonté claire de reconnaître et de travailler davantage sur cette articulation. On a souhaité, en ayant ce projet populationnel, sortir de la logique de filière de soins pour aller vraiment sur une logique de parcours. Et j'évoquais tout à l'heure la notion de parcours de vie. Je vous ai remis un petit schéma pour situer les différents niveaux entre parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie et surtout les acteurs qui sont concernés. Donc nous, a priori, dans la responsabilité populationnelle, on se situe plutôt sur le parcours de santé qui intègre complètement la dimension de la prévention. Ces parcours populationnels, ils se traduisent autour de 3 parcours. Le parcours de la personne âgée, le parcours de la personne en situation de handicap et le parcours de la personne en situation de précarité. Et finalement, toutes les actions structurantes de ces parcours, on va les travailler au sein de comités de pilotage. Pour la personne âgée, dans nos comités de pilotage, on a bien sûr le pôle Ma Vie GSP qui est le pôle de gériatrie. On a la plateforme territoriale d'appui, on a les HAD, que ce soit OHS ou que ce soit l'HAD de l'Adam. On a des EHPAD qui sont dans ce comité de pilotage. On a également,
est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Les EHPAD, les HAD, la PTA, bien sûr les hospitaliers et les EHPAD. Et donc finalement, c'est ensemble qu'on va définir quelles sont les actions qu'on veut mettre en place pour structurer notre parcours. Sur le handicap, donc c'est un petit peu différent puisqu'on n'a pas de structure pour personnes en situation de handicap au sein du GHT, hormis à Dieuze et à Commercy. Donc sur le territoire de Nancy, en tout cas, l'enjeu pour le CHRU, c'est de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap aux soins. Et donc pour ça, on a mis en place un comité de pilotage avec l'ensemble des associations nancéennes du handicap. Donc on a l'AEIM, JB Thierry, la LAG, entre autres, le CAPS, qui font partie de ce comité de pilotage et avec qui on travaille sur cette notion de parcours populationnel. Sur le champ de la précarité, même logique, travailler avec les acteurs du territoire. Donc là, on a les hébergeurs sociaux, on a l'association ARS, on a Arelia, on a également l'Agence régionale de santé, puisqu'au niveau de la délégation territoriale, ils portent fort cette thématique, au même titre que les services de la préfecture. Et donc, ça nous permet finalement de structurer progressivement nos projets. On a la chance sur notre territoire aussi, en tout cas sur la personne âgée, d'être finalement un ancien territoire PAERPA. On a expérimenté la démarche de PAERPA qui nous a appris à travailler davantage ensemble, de structurer davantage nos parcours et donc finalement c'est un véritable atout sur notre territoire. Il y a déjà une culture de travail, comme je vous l'ai dit, de co-construction et la crise Covid avec la vaccination, avec les actions hors les murs, elle a permis vraiment de renforcer cette co-construction. Donc finalement, aujourd'hui, ça nous paraît très naturel pour ces parcours populationnels de nous orienter vers la responsabilité populationnelle puisqu'elle donnera le chapeau supplémentaire à tout ce qu'on a commencé à construire depuis quelques années et surtout quelque chose de beaucoup plus structurant sur le territoire. Je voulais parler d'un projet qu'on a porté cet été et qui est le fruit d'une belle collaboration puisque du coup, on n'attend pas la responsabilité populationnelle pour co-construire. Dès cet été, et notamment la situation de crise qui a été commune à l'ensemble des services d'urgence en France. On en a beaucoup parlé, la crise des urgences, et notamment les mesures de la mission Flash de notre actuel ministre de la Santé, François Braun. On s'est rendu compte, nous, alors juste pour situer la crise des urgences, on a en été forcément les professionnels qui prennent leur congé, des postes qui sont vacants au sein des hôpitaux, un absentéisme beaucoup plus important que les années précédentes et donc une obligation de fermer des lits d'hospitalisation, un peu plus que ce qu'on avait connu les années précédentes. Les établissements de santé de notre territoire confrontés à la même situation ferment également des lits. Donc on a une fermeture de lits sur le territoire. Côté médecine de ville, on est sur la période de l'été, donc on a moins de réponses, moins d'offres et donc finalement les urgences qui se trouvent entre les deux se deviennent un goulot d'étranglement où on voit finalement une augmentation des flux et de passages aux urgences puisque c'est eux qui servent un petit peu de soupape. Sauf que à la sortie des urgences, il y a peu de possibilités d'hospitalisation puisqu'on n'a pas de lit, donc il faut trouver des solutions. Et il vient s'ajouter à ça une particularité dans ce contexte, c'est que finalement on voit nos flux de personnes âgées aux urgences augmenter cet été. Alors au départ, c'était un phénomène sur lequel on se questionnait. Pourquoi plus de personnes âgées? C'était quand même un flux en augmentation de plus de 20%, donc ce n'est pas anodin. Et puis des personnes âgées qui arrivent dans un état plutôt dégradé. Donc aujourd'hui, avec le recul, on comprend que c'est un petit peu l'effet qui se coule de la crise Covid où les personnes âgées sont restées beaucoup plus longtemps chez elles et que pour le coup, elles arrivent dans des états beaucoup plus dégradés aux urgences. Mais concrètement, faute de lit, faute d'aval, il faut trouver des solutions. Donc on a pu monter dans un délai ultra court, mais parce que les collaborations existaient déjà, parce qu'on on avait cet historique de travail ensemble, notamment sur PAERPA, sur la crise Covid, avec la CPTS, la PTA, l'HAD, donc l'ADAN, une cellule de régulation ville-hôpital pour trouver des solutions dès les urgences. C'est-à-dire qu'une fois que le patient est aux urgences, on s'active tous collectivement pour trouver la bonne orientation pour le patient. Donc là, on a l'équipe mobile de liaison gériatrique qui donnait une expertise dès lors que le patient arrivait aux urgences pour dire quelle est la bonne orientation. Et à partir de là, en fonction de la situation du patient, s'il est stable, qu'il peut rentrer à domicile avec des aides, à ce moment-là, c'est relais PTA et c'est eux qui trouvent une solution pour le faire sortir. Si c'est de l'HAD, à ce moment-là, on avait l'HAD qui était présente dans les locaux des urgences et qui permettait finalement de faire sortir le patient beaucoup plus rapidement. Et s'il y a besoin d'un lit d'hospitalisation, du coup, on trouve des solutions à notre niveau. Mais ça nous a vraiment beaucoup aidé sur la période de l'été et permis surtout de passer cette période
Enfin, en tout cas, on la craignait beaucoup, mais on va dire que finalement, ça a été malgré tout. Et ça, c'est vraiment une vraie illustration très concrète de ce travail en collaboration avec les acteurs de notre territoire. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre.